Les conversations, premier film. Les deux noms. L'arnagol. L'Arnagol dans le Lot. Exactement. À quoi tu peux penser à Non, là, je crois que c'est bon. l'arnagol. L'Arnagol. Ouais. Et du coup, on est le 10 novembre, il est 10 heures. Dis-moi quand t'es prête, Ophélie. Quand tu veux. Bonjour, Ophélie. Bonjour Arthur. Aujourd'hui, mercredi 10 novembre 2021, 10 heures, à l'Arnagol dans le Lot, il fait une chaleur, une froideur sec. Exactement. Comment à l'Arnagol est-ce que tu vas? Alors ça va bien déjà parce que je suis à l'Arnagol. Et l'Arnagol, c'est un village magnifique donc, qui se trouve dans le Lot. Et j'aime beaucoup tu vois, les maisons sont fabriquées en pierre. Et j'aime beaucoup toute l'esthétique du village. J'aime beaucoup cette chaleur alors qu'on est le 10 novembre et normalement ça fout trop le cafard, tu vois. D'ailleurs, ça fout quand même le cafard en fait. Et non, ça va. Ça va. Oh, ça va, tu vois. Ça va parce que dans le fond, on est capable de relativiser en tant que personne privilégiée que je suis. Mais est-ce que ça va vraiment? Ça, c'est vraiment une question. Est-ce que ça va vraiment? Non. Comme toi, n'est-ce pas? Vraiment, ça va pas non plus. Non, mais ouais, non, ça va. Je sais pas si. Est-ce qu'il y a des gens qui vont bien? Oui, sûrement. Mais je sais pas. Si, j'ai rencontré des gens très optimistes. Moi, je suis très joyeuse, mais très joyeuse comme ça. Et en fait, vaut mieux pas m'écouter parler, justement. Parce que sinon, à la fin de l'interview, tu te tues, en fait, tout simplement. Tu te tues. Non, 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 non. Mais ça va. Ça va. C'est une question à laquelle tu peux jamais répondre, en fait. Ça va. C'est une question horrible. D'ailleurs, c'est une question. Faut pas commencer tes interviews par ça, parce que c'est vraiment, tu sais, je me souviens quand tu es au travail, etc. Et qu'on te dit ça va, c'est un truc auquel tu ne peux répondre que oui. Tu vois, parce que c'est un truc de politesse, quoi, de convenance. Et ce serait génial de répondre non et de dire, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, les enchevêtrements, on n'aurait pas fini, quoi. Bon, mais alors brièvement, vu qu'on n'est pas au travail et que tu as la possibilité de me répondre non et que moi aussi je te dis que bon, finalement, c'est vrai que ça va pas si bien, quelle serait une des principales raisons pour lesquelles, ouais, en fait, non, ça va pas vraiment. Bah déjà, je pense que ça a toujours été plus ou moins mal, dans le sens où moi, je suis une personne assez en colère, globalement. Donc, alors la colère, c'est très bien aussi parce que tu fais des trucs. Enfin, tu peux ne rien faire de ça et tu peux en faire des trucs. Et je pense que ce qui fait que j'ai commencé à créer des choses, c'est justement parce que j'étais en colère. Mais c'était un truc dont je pense je ne me séparerai jamais et qui est lié à tout un tas de trucs. C'est comme si, en gros, je te la fais courte, mais moi j'ai grandi en cité HLM à Argenteuil. Et donc la personne que tu vois aujourd'hui est très différente de la personne que j'étais quand même. Et c'est vrai que très vite tu comprends un petit. C'est-à-dire que moi c'est un peu le truc, la colère des. Tu vois, je suis un peu dans le truc des classes sociales. Et donc c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Et en même temps, quand un sujet te passionne, il devient obsessionnel. Et c'est un peu déjà, entre le moment où tu comprends ce qui te met en colère, enfin, entre le moment où tu ressens ta colère et que tu comprends pourquoi il se passe 20 ans, tu vois, déjà. Après, quand tu as mis des mots sur ta colère, et tu les as mis parce que tu as lu des philosophes, etc., des gens
Et après, tu te dis, bon, j'en fais quoi? Alors, tu te mets en colère, tu gueules contre tout le monde. C'est pas une solution parce que tu passes pour le casse-pied de service déjà. Tout le monde te déteste. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un. Puis, on a surtout, j'allais dire, c'est mon ressenti, tu me diras, mais spécialement dans le milieu de l'art, en fait, je pense que j'ai eu envie d'infiltrer finalement ce milieu pour pouvoir à moitié faire chier aussi parce que, justement, j'ai toujours senti que... Alors, bon, là, je mélange tout. C'est très difficile de synthétiser une pensée, mais j'ai toujours senti que, globalement, les artistes, entre guillemets, ça ne veut rien dire artistes, mais tu as compris, qui produisent, en tout cas, de l'art et qui sont capables de vivre de leur art, tu comprends? J'ai toujours eu la sensation que, voilà, ces gens-là... Enfin, c'est pas la sensation, c'est très concrètement que ces gens-là venaient d'un milieu extrêmement privilégié. Et que du coup il y avait une forme de pouvoir, c'est l'histoire c'est l'histoire de la vie en fait, mais que ce pouvoir restait toujours entre les mains des mêmes gens et que ça me faisait trop chier en fait. Et tu vois, souvent on dit tu vois, la question de s'emparer d'un sujet quand on n'est pas concerné par exemple, c'est une vraie question. Et moi, quand j'entends des gens ultra privilégiés qui essayent de parler à ma place, maintenant, je suis ultra privilégiée maintenant. J'ai réussi, tu vois, à infiltrer quelque chose. J'aurais même pas pensé que c'était possible. Mais, en même temps, ça m'énerve parce que vu qu'ils n'ont pas traversé dans leur chair ce dont je parle, et du coup, parfois, quand moi, j'émets des avis sur des choses qui ne me concernent pas, je me dis que je ferais mieux de fermer ma gueule, mais en même temps, bon, c'est comme ça, tu vois, on est là pour échanger aussi, mais et puis il y a des gens qui comprennent très très bien ce dont je parle, même tu sens qu'ils comprennent, mais alors même qu'ils ne l'ont pas vécu dans leur chair. Et puis ça fait un peu, on va pas se mentir, moi je me suis calmée aussi par rapport à cette colère, parce que ça fait un peu la reloue en fait, mais c'est affreux, parce que en fait tu vois bien que ceux qui fonctionnent, je dirais pas ceux qui fonctionnent, mais si tu veux un petit peu avancer, il faut transformer ça en quelque chose de plus positif, parce que sinon, les gens, ils te trouvent juste conne, en fait, ou con, ou... tu vois, ça me fait penser à ce personnage-là dans le film de Valeria Bruni, Un château en Italie, le film où tu as Xavier Beauvois, qui fait le copain un peu prolo, tu vois, qui amusait un peu la galerie à 20 ans, dans mon souvenir, et puis à 50, en fait, il est juste le gros relou que plus personne ne veut inviter. Et en même temps, c'est encore les pauvres qui se retrouvent, tu vois, mis à la porte parce qu'on les trouve relous. Mais c'est normal, en fait, d'être relou. Quand tu sens que l'injustice... je te parle évidemment de toutes les formes d'injustice. Après... moi c'est particulièrement le truc des milieux sociaux qui me parle, parce que j'ai envie de te dire ce que j'ai pu constater. Je suis pas sociologue, c'est juste ce dont je te parle, c'est des intuitions avec un peu quand même de données sociologiques, mais c'est que si t'es noir et que t'as de l'argent, concrètement, a priori tu ne seras pas ou peu victime du racisme. Donc voilà, c'est globalement ce qui me fait aller mal, et de me dire que les gens pensent qu'ils sont méritants. Je crois pas du tout à ça. Et que ça me rend triste parce que du coup, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas méritants, qui pensent que ce qui leur arrive, c'est de leur faute. Et donc ça me rend triste, tu vois, parce que je me dis, si on leur disait que c'est pas de leur faute, et que... et alors après, ça aussi c'est complexe, parce que certains diront que... Bon, ça, le concept en général, on le connaît, c'est le déterminisme social, mais certains diront que si tu parles du déterminisme social, par exemple, je dis n'importe quoi... justement à des jeunes de banlieue, tu vois, je dis jeunes de banlieue, ça veut rien dire, parce que tu as des banlieues où tout va bien, où c'était pas dans des tours, mais je parle notamment d'Argenteuil par exemple. Du coup il y a un endroit où peut-être ils vont dire ok, de toute façon je pourrai jamais sortir de mon milieu social, donc je laisse tout tomber.
Et en même temps, leur parler de ça, c'est leur donner la possibilité de se dire que c'est pas de leur faute en fait, que c'est la société qui est construite comme ça enfin voilà. Mais c'est une question, je pense, qui n'est pas résolue. Pareil, il y avait un prof des écoles qui s'appelle Rachid Linstit sur Twitter, je crois, qui en plus fait des piges pour des journaux et qui disait: doit-on parler de déterminisme social à nos élèves? Et il n'y a pas de réponse, c'est pas oui ou non, d'ailleurs, il y a plein de gens, tu leur parles du concept même de déterminisme social, je te parle même de gens qui sont des profs et ils vont te dire non, c'est des conneries, qui ne croient pas, qui n'adhèrent pas à ça, qui pensent qu'on fait tout avec la volonté et tout. Ce serait génial si on pouvait tout faire, si on pouvait tout choisir dans nos vies. On choisit pas, on choisit très peu de choses en fait. Donc voilà. Après, c'est un peu triste de se dire que justement on choisit très peu de choses. Et peut-être que c'est le fait que tu comprends que tu ne choisis pas beaucoup de choses qui fait que c'est lourd à porter, tu vois. Et que tu te dis, waouh, attends, comment je vais faire pour rebondir là-dessus? Comment je vais faire pour... parce que moi, j'ai fait un enfant, par exemple, ce qui est quelque chose pour le coup, complètement, je pense, qui est lié à un conditionnement social. Et en même temps, je pense à un truc qu'on pourrait qualifier de naturel. Mais pour moi, la chose naturelle inclut beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles pour... Enfin, voilà, pour moi, le naturel, c'est je dirais la nature, plutôt. C'est-à-dire que y a un truc animal chez tous les êtres humains et les animaux en sont l'exemple et nous sommes des animaux et donc du coup je pense que c'est multi, tu vois, t'as le conditionnement, t'as ce truc, je pense, ce truc naturel, enfin tu vois, de fait de se reproduire en fait, qui doit être un truc de programmation, tu vois. Et donc je n'ai pas résisté, évidemment. Et en même temps, parce que je pense que je n'ai pas résisté, parce qu'il y a une forme de beauté aussi qui fait que, effectivement, avoir un enfant, ça t'apporte, c'est affreux, mais ça t'apporte du réconfort, tu vois, à un endroit. Ça t'apporte tellement un truc puissant, complètement cliché ce que je dis, mais en fait, c'est pareil, il faut le traverser pour comprendre de quoi on parle. Et je pense que c'est pas valable pour tout le monde, je parle de moi en tout cas. C'est puissant et ça vient aussi avec de la nuance, hein. C'est puissant et c'est horrible et tu vois... D'ailleurs, pareil, hier, il y avait un film sur le grand truc là qui commence un peu à sortir sur le fait de regretter d'être mère. Tu vois, il y a cette étude qui est sortie, je crois, en Allemagne en 2016, où 20% des parents regrettaient d'être parents. Et je pense qu'effectivement, là, le statut de la mère, en tout cas, se libère un petit peu. Et voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire des enfants. Il y a quelque chose comme ça c'est très rare c'est encore marginal, tu vois. C'est encore marginal de ne pas faire d'enfants. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, si, sûrement pour les raisons dont je viens de parler. Mais du coup, faire un enfant en pensant tout ça. Mais heureusement, justement, ça amène un peu de beauté, quoi. Ça amène un peu de beauté, ça amène un peu de légèreté. Et parfois, tu as des moments qui se passent dans la vie qui sont si extraordinaires, tu vois, qui dépassent un petit peu. Mais c'est dur. Enfin, tu vois, ouais. C'est des personnalités après, je pense, mais voilà. Est-ce que tu es, Ophélie, plus proche de la vingtaine ou de la cinquantaine? Est-ce que c'est pour bientôt que tes amis vont te mettre à la porte? Que mes amis vont me mettre à la porte? Le personnage prolo de... Ah oui, de Xavier Beauvois, putain. J'étais déjà passée à autre chose. Non, ils vont pas me mettre à la porte parce que j'ai compris qu'il fallait être un peu stratège dans la vie et puis surtout pour moi-même,
bon, je travaille là-dessus, mais justement, là, je t'en parle parce que tu me demandes, mais j'évite maintenant, j'essaye de moins ramener ces sujets. J'essaye de moins les ramener, et aussi pour mon bien-être, tu vois, pour essayer de mettre ça sous un tapis, en fait. Parce que sinon... Donc non, je pense pas. Mais, par contre, moi, j'ai coupé avec beaucoup de gens qui avaient une philosophie, je dois bien l'admettre, assez différente de moi. Il y a des choses que je peux plus accepter, en fait. Et c'est horrible parce que c'est vraiment juger les autres, en fait. C'est affreux. Mais en même temps, pourquoi se faire chier, quoi, tu vois. Il y a des gens ouais, avec qui j'ai coupé complètement parce que on était trop différents, je dirais, philosophiquement et politiquement. Et je parle même pas de voter à droite, à gauche, enfin, ça n'a plus aucun sens, c'est pas ça. Je parle vraiment dans des valeurs, en fait. Mais donc non, je pense pas que je vais me faire... En tout cas, si je me fais foutre à la porte, ce sera parce que c'est des gens que je ne peux plus supporter, donc ce sera très bien. Puis il faut que ça frotte aussi parfois, sinon, si tu fréquentes que des gens qui sont les mêmes que toi... c'est bien parfois aussi de fréquenter des gens qui sont complètement différents, qui sont complètement... tu vois. Je dirais que je peux plus... Il y a des gens que je peux plus facilement entendre que d'autres, mais disons que ouais, je suis plus lasse de je dirais, des gens qui sont hyper... je sais pas comment, parce que ça veut rien dire ce truc, les bobos, tu vois, pour moi ça veut rien dire, mais les start-upers, tout ça, c'est vraiment loin de moi, pour le coup. C'est vraiment loin de moi, ouais. Mais en même temps, je vis en Arabie Saoudite, c'est quand même un pays qui consomme énormément, voilà, et moi je prends un avion, je pollue, enfin bon bref, si tu veux, il y a toutes ces contradictions aussi, mais c'est une manière d'être à la vie aussi, tu vois, d'essayer, c'est une manière d'être à la vie. Mais je pense que les gens, justement, je dis des start-upers, c'est pareil, c'est hyper cliché, parce qu'on est dans une conversation et que je dois pour essayer de te représenter les gens auxquels je pense, je crois pas que c'est des gens qui ont la sensation de faire du mal au monde. Je crois pas du tout. Donc en fait, bon, s'ils n'ont pas la sensation de faire du mal au monde, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est pas comme s'ils disaient on est méchant et on va, tu vois, faire en sorte que les gens gagnent 10 € de l'heure brute et travaillent 2 heures par jour et tu vois, bon. Et monter des entreprises qui n'ont aucun sens. Mais voilà, ça je sais que je pourrais jamais faire. Je peux participer, évidemment, je participe complètement à la société de consommation, ça c'est l'évidence en fait, et puis ne serait-ce qu'en prenant l'avion, en achetant de la crème solaire et tu vois. Mais par contre, ouais, je sais pas. Dans une salle de classe, là où tu as grandi à Argenteuil, qui ne serait composée que des futurs enfants qu'on ne pourra pas s'empêcher de faire, comment est-ce qu'on éduque par rapport à enfin, qu'est-ce qu'on enseigne par rapport à la colère et sur comment est-ce qu'on agit avec cette colère? Bah déjà, le système tel qu'il est, je pense, n'est pas, tu vois, dans l'éducation nationale, n'est pas forcément, enfin, optimum pour les enfants. Je disais justement ce matin à la personne chez qui je vis, Christina, que la mixité dans les écoles était un échec total, tu vois. Et notamment parce qu'on voit bien que les familles de Français avec de l'argent vont mettre leurs enfants dans des écoles privées. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, puisque si ça se retrouve plus mixte, c'est plus... Tu vois, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec la colère? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les écoles? En fait, là, j'ai envie de dire que c'est un truc tellement... c'est un enjeu politique
Moi, ça me dépassera toujours, ça me dépasse. Et en même temps, je suis comme résignée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me dis, bon, par exemple, pour ma fille, là, elle est dans une des meilleures écoles, puisque c'est une école privée en Arabie Saoudite, en fait, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, mais où il y a des moyens, où il y a des moyens, en fait. Où elle apprend l'anglais depuis qu'elle a 2 ans. Bon, voilà. Parce qu'il y a de l'argent. Je sais pas si on rentre en France, tu vois, je pense même à lui faire l'école à la maison. En même temps, c'est la couper de relations avec les autres, c'est la couper de plein de choses. Mais voilà, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire aux enfants. Et puis tout dépend de où tu te situes, dans quel endroit du monde. Argenteuil, moi, je n'y suis pas retournée en plus depuis 20 ans, je pense. Ouais, 20 ans. J'ai très envie d'y retourner d'ailleurs pour voir, tu vois, j'aimerais bien filmer. Il paraît que ça s'est vachement amélioré. Donc, comment c'est maintenant? Est-ce que... mais ce qui me touche beaucoup, c'est aussi toutes les actions qui sont faites... toutes ces actions qui sont faites pour... Moi, je pourrais jamais être à l'initiative d'une action. Par contre, je pourrais participer à une action, mais être à l'initiative, non. Mais parce que j'y crois pas. C'est-à-dire que, si tu veux, je serais pas assez puissante pour mener une action. Je serais pas assez puissante. Je peux faire des petites choses, tu vois, des petits cours, des machins, des trucs, mais être à l'initiative, je pense que ce serait je pense déjà que c'est un échec, et donc je ne peux pas porter ça. Par contre, faire des actions, être une exécutante, c'est plus simple pour moi. Et pareil, hier, c'est pareil, il y avait une fille qui venait de Toulouse, qui a gagné le prix là d'Arte. Son film, il est hyper beau, c'est hyper cinématographique. Elle a fait un truc justement... ouais, je pense une sorte de sublimation. D'ailleurs, ça s'appelle Les Splendides, le film. Une sorte de sublimation des filles de banlieue. Pareil, filles de banlieue, ça veut rien dire, mais je pense que tu as l'image, en fait. Hein, la tour, la fille un peu en jogging et en même temps un peu belle et maquillée, tu vois. Et c'était hyper beau. C'était hyper beau. C'était hyper beau. Et puis cette réalisatrice, elle avait un discours. Elle a mis un discours qu'elle a dit à une manif... je sais plus quoi, elle m'a dit contre les violences faites aux femmes, je pense, un truc comme ça. Et un discours hyper inclusif, mais qui était magnifique sur c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est vraiment pour tous les gens qui, a priori, sont mis de côté. Et ce film a gagné, et je comprends pourquoi il a gagné. C'était très, très beau. C'était très très beau et après ouais je pense qui me désole, c'est qu'effectivement les banlieues sont devenues un truc comme elle dit d'ailleurs, elle dit en fait c'est cette colère des banlieues, évidemment c'est un truc qu'on retrouve maintenant, c'est un effet du colonialisme en fait, tout simplement, qui arrive avec un retour de bâton de 2-3 générations ou de 2 générations. Mais qui s'explique en fait, la violence elle s'explique, la délinquance elle s'explique. Après t'as des fous, tu vois, on parle pas des fous, on parle pas, quoique tu peux devenir fou parce que justement, mais tu peux aussi devenir fou et délinquant si tu viens d'un milieu privilégié. Mais globalement, le fait est que souvent la plupart des délinquants viennent quand même de milieux assez défavorisés, tu vois. Donc tout s'explique. Tout s'explique. Et notre rapport à l'autre, on est aussi dans une forme d'ambivalence, de schizophrénie, tu vois, dans notre rapport à l'étranger en général. Et je pense que notre pays a une histoire forte, de colonisation. Et du coup, aujourd'hui... je pense que c'est aussi la conséquence tu vois, de notre histoire. Et je vois bien qu'il y a une vraie relation d'amour-haine
entre eux, globalement, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, tu vois, et les Français. Et encore, c'est même pas... Là, on parle de gens qui sont complètement français et qui sont nés en France et tout, mais je sens bien qu'il y a ce rapport, cette dualité, tu vois, d'amour, haine. Parce qu'on porte cette histoire, je pense. Et que du coup... et pourquoi je parle de ça? Parce qu'évidemment, dans les banlieues, là où on n'avait pas beaucoup d'argent, les gens qui y sont installés, c'était les travailleurs immigrés, tatati et tatata, et ça on le sait, tu vois. Et il n'y avait pas que des Nord-Africains, il y avait aussi des Italiens, des Portugais, tu vois, c'est pas la question. Sauf que les Italiens et les Portugais, on les a pas colonisés. Enfin, peut-être certainement que si, d'ailleurs, parce qu'on a... mais voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas si finalement, là, le fait d'être partie en Arabie, c'est pas mal parce que ça m'évite de penser à toutes ces problématiques franco-françaises et peut-être plus que franco-françaises, hein, parce que là, je parle d'un truc bien particulier, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le reste du monde, dans d'autres pays, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, en Afrique, j'en parle même pas de tout ce qui... Enfin... Mais voilà. Donc, donc je sais pas ce que je dirais à ces pauvres enfants. J'en ai aucune idée. Je leur dirais que tout est possible, je pense. Je leur mentirais complètement. Je leur dirais tout est possible. Il faudrait que j'ajoute un truc parce que sinon ça va pas. Tout est possible, mais... Attends, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ? Tout est possible à condition que vous ayez conscience que si ce n'est pas possible, ce n'est pas de votre faute. C'est hyper compliqué à comprendre pour des enfants de 7 ans, quoi. Il ressemblait à quoi, Ophélie, lorsque tu avais 7 ans, ton jogging? Alors justement, en primaire, t'es pas en jogging. Les joggings, ça arrive à 10 ans, à 11 ans, quand tu arrives au collège. Alors, je vais te dire... Mon jogging, c'était pas un jogging de marque parce que j'avais pas beaucoup d'argent. C'était un jogging qui venait du marché d'Argenteuil. Et il était coloré, il était jaune, très jaune comme ta chemise, tu vois, jaune vraiment pétant. Le seul truc que j'avais réussi à négocier avec mes parents, c'était d'avoir une paire de Nike, obligée. Donc j'avais une paire de Nike. Alors je sais plus ce que c'est. C'était pas des requins parce que ça coûtait très cher. Je me souviens, c'était à l'époque 600 francs, impossible à payer pour mes parents. Donc c'était des Nike, je sais pas ce que c'était comme Nike. Et avec toujours un petit débardeur du marché, très serré, tu vois, des soutiens-gorge rembourrés pour montrer qu'on avait des seins. Et puis j'ai jamais eu le Bombers Scott parce que c'est pareil, c'était trop cher. Mais j'avais, je sais pas ce que j'avais comme veste d'ailleurs. Mais voilà, c'était un peu et très maquillée surtout. Très maquillée et les sourcils très épilés. Ça, c'était très important. Ça a été de mes 11 ans à mes 16 ans. Et après, j'ai déménagé en Normandie. Et là, j'ai découvert un autre univers. Un univers de... Alors, tu as 2 univers de drogue, parce qu'il y avait beaucoup de drogue dans mon collège, de shit, de cannabis et tout. Mais t'avais l'univers, là c'était baba cool, tu vois, quand je suis arrivée en Normandie, les gens étaient tranquilles, quoi, tu vois, c'était vraiment, c'était le skate, en fait c'était le rap versus le skate, tu vois, moi je découvrais, je savais même pas ce que c'était un skateboard, donc c'était drôle, le choc quoi, des cultures. Tu fais du skateboard? Pas Pas du tout, par contre non, absolument pas. Moi j'écoutais encore Skyrock jusqu'à mes, non. Non, j'avais même une certaine forme, quand je suis arrivée, j'entends, une certaine forme de mépris pour le skate, pour, tu vois, toute cette... Parce que je pense que j'attribuais ça déjà à un truc un peu bourgeois, alors que pas forcément, en fait. Mais c'était juste que j'attribuais ça à des gens qui avaient eu plus de chances de grandir dans la nature. Alors qu'en fait, grandir dans un milieu rural, tu as aussi d'autres problèmes qui sont complètement différents, mais qui sont tout aussi relous. Donc, non. Par contre, je suis sortie avec des skateurs, évidemment. Mais pas... Non, je n'ai pas touché le skateboard, non, jamais. Qu'est-ce qui rendait optimistes les personnes que tu as croisées récemment?
je dirais que ce qui les rend optimistes... Christina, par exemple, ce qui la rend optimiste, elle est géniale parce que c'est vraiment d'aider les autres, en fait. C'est-à-dire, c'est une quête pour elle, qui a plutôt eu beaucoup de chance dans la vie. Enfin, beaucoup de chance, attention, on s'entend, mais là, je parle toujours d'aspect financier, ce qui pour moi est très important. C'est-à-dire que même si... parce que tu peux être con et pauvre, c'est très grave. Bon, et si t'es con et riche, c'est moins grave parce que finalement, t'as quand même un truc où... Enfin voilà, il y a un truc où tu peux te soigner, Enfin bon, c'est tout un tas de trucs. Donc, Christina, elle est géniale parce que en fait, son but, c'est vraiment... Elle est inscrite dans, je pense, elle a... Je sais pas, elle a entre 55 ans peut-être. Elle est inscrite dans tous les trucs bénévoles de tout Paris, tu vois. Et je trouve ça excellent, en fait, qu'il y ait des gens comme elle qui continuent à s'investir comme ça dans des choses. J'ai toujours l'impression qu'ils ont un deal avec un dieu, tu vois, et qu'ils se disent, vas-y, c'est bon, je vais m'acheter... C'est pas vrai, tu vois. Enfin, de toute façon, on fait tous les choses par intérêt. Hein. Enfin, tu vois, on achète tous quelque chose, en fait, à un endroit. Mais du coup... tant d'investissement, je me dis putain, elle va gagner sa place au paradis, quoi, tu vois, enfin, de manière symbolique, parce que on peut en reparler du paradis, voilà, moi j'ai pas, ça n'existe, pour moi ça n'existe pas, mais t'as compris ce que je voulais dire, et du coup elle est là, voilà, et ça, en même temps quand elle m'en parle, je dis c'est génial, et en même temps au fond de moi je me dis mais à quoi bon? Et en même temps, elle a raison, heureusement qu'il y a des gens comme elle, heureusement qu'il y a des gens qui s'investissent dans les assos, dans les... Tu vois, elle croit qu'elle peut changer le monde. Donc ça, c'est une attitude très optimiste à la vie. Et après, ce qui rend les gens optimistes, globalement, j'ai remarqué, c'est... alors, c'est pas les mêmes choses en Arabie Saoudite, mais ici, c'est... c'est le fait de créer. Enfin, ça les rend joyeux. C'est-à-dire que ça donne des perspectives, la création. Ça donne des échappatoires, ça donne un sens. Donc, le fait de créer, pas forcément d'ailleurs pour que ce soit montré, mais juste déjà le fait de faire, de créer, de créer quelque chose. Et en Arabie, je dirais que ce qui donne du sens, c'est peut-être les enfants. Ce qui rend optimiste, peut-être les enfants. Après, moi, c'est toujours très troublant quand j'entends une femme me dire c'est génial d'avoir 4 enfants, tu vois. J'ai toujours un petit doute sur ce qu'elle est en train de me dire. Mais en même temps, est-ce qu'on se connaît vraiment? C'est quoi se connaître? C'est quoi être ci ou ça, tu vois? Peut-être qu'elle me dit ça sur le moment où elle le pense, peut-être que même elle... Peut-être qu'elle le pense sincèrement, peut-être que enfouie, elle ne le sait même pas, mais c'est affreux d'avoir 4 enfants, tu vois, j'en sais rien en fait. Mais c'est des sujets qui sont intéressants, parce que particulièrement aussi au Moyen-Orient, les femmes font beaucoup d'enfants, enfin, on va dire plus que les femmes françaises, qui en font, je crois, 1,5 ou un truc comme ça. Et les femmes du Moyen-Orient, c'est 2, 3, 4 enfants. Mais j'imagine que ça donne un sens à leur vie, enfin, j'imagine. En tout cas. Donc voilà, ce qui rend optimiste, la création et les enfants. Je parle peut-être d'un point de vue de femme, là. Enfin, de mon point de vue, enfin, de ce que j'ai pu observer. Et la création, les enfants, et s'investir dans des choses qui ont du sens. Qui ont du sens comme les assos et essayer de faire en sorte que, avec des petits trucs, ça change un petit peu, ça fasse avancer les choses. Merci Ophélie. Est-ce que tu as envie de te tuer? Non. Non, en fait. Ça va. Mais écoute, super intéressant. Mais par contre, je t'ai pas laissé beaucoup parler. Hein. Ah bah non, mais il n'y a aucun souci. Ah, tu m'as lancé, hein. Là, j'ai pris la route. Hein. Bon, bah, c'est bien, finalement, on n'a pas du tout parlé du film. Mais
Les conversations premier film.